I took my diet glowing words whispering names under the moonlight. A secret on the earth was singing. Oh, glow in the ground, glow in the ground. Riches are humming where silence was sound. Glow in the ground, glow in the ground. Treasure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une belle pièce de la guerre froide encore ici. Il s'agit d'un radiamètre. C'est le CD-V 700. C'est un détecteur de radiation à courte portée, mais à haute sensibilité. Donc, c'est équipé bien sûr d'un tube de type Geiger-Müller, donc GM. Donc, selon le manuel, on pourrait dire, des instructions, cet appareil est fait pour les opérations de nettoyage et de décontamination à long terme. Deux, pour la surveillance du personnel. Donc, quand on... exemple, les gens qui rentraient, exemple, dans un bunker, par exemple, où on sortirait, donc on vérifie rapidement les taux de contamination. Et aussi, c'est pour, en numéro 3, on peut dire, qui indique le degré de contamination des aliments et de l'eau. Cet instrument qu'on voit ici est plus considéré comme un instrument de formation car il faut se mettre dans le contexte des années 50-60. On est en pleine guerre froide, donc guerre atomique, thermonucléaire. Donc, il était considéré comme trop sensible pour être utile après, évidemment, une frappe nucléaire. Cet instrument a été produit par beaucoup d'entreprises. Ça peut être relativement important, puisque vous allez voir un peu plus tard le pourquoi à cause des différentes pièces et ce qui est disponible encore maintenant, exemple pour réparer, maintenir ou littéralement se construire un de ces appareils. Donc, on voit des compagnies comme il y avait Nuclear Measurement Corporation. Peut-être la plus connue ou celle que j'ai vue pratiquement dans toutes les surplus ou ailleurs, c'est Victorine. Il y a eu Chatham Electronics, Universal Atomics, Acton, Lionel aussi, Electro-Neurotique. Voilà, je pense pas qu'il y a d'autres entreprises, mais comme moi, personnellement, chaque fois que j'ai vu un de ces appareils, et j'ai déjà eu une autre version, c'était produit par Victorine. Ces différents modèles ont été produits entre les années 1954 et 1964, ont été retirés progressivement, on pourrait dire, des différents services dans les années 70. Et en 85, la FEMA américaine a déclaré que les modèles de 1 à 4 étaient devenus obsolètes. Donc, vous allez voir, il y a 6 modèles avec 3 variantes, je crois. Cet appareil est encore utilisé de nos jours par différentes organisations et évidemment avec quelques mises à jour, c'est totalement fonctionnel comme pièce. Donc j'ai fait quelques tests avec différentes pièces, on va voir un peu tantôt, mais l'appareil, si bien entretenu, peut être encore totalement fonctionnel. Donc ici, ce qui est très plaisant, c'est que j'ai presque le kit presque au complet. Donc l'appareil lui-même, la sonde, la sangle, l'espèce d'écouteur. J'ai aussi des échantillons et aussi un acoustique qui vient à part. Donc, ici, j'ai un certain modèle, mais j'ai regardé sur Internet, plusieurs fabricants font des amplificateurs, exemple, pour le bruit du compteur lui-même, puisque, par défaut, cet appareil n'a pas d'émetteur, donc il faut utiliser un acoustique comme le casque ou un autre objet quelconque pour entendre les bruits. Donc, on va mettre ces choses de côté pour l'instant et se concentrer sur l'appareil lui-même. Donc, l'appareil lui-même, ici sur le lecteur, évidemment, je mettrai une image en plus gros plan. Donc, l'appareil mesure en micro-rodgen par heure. Et ici, on a de 0 à 0,5. Ici, on a une espèce de petit levier qui va aller de fermé à x100, x10 ou x1. Donc, on multiplie ici le chiffre parce qu'on voit sur le tableau. Donc, ce qui donne un maximum de
50 micro-Röntgen par heure. Donc voilà. Dans son ensemble, ici, le boîtier qu'on m'a prêté cet appareil pour que je puisse en faire une vidéo a été comme peinturé en vert olive, mais on peut voir encore certaines petites choses. Donc, généralement, ces appareils, pratiquement tous les appareils que j'ai connus vont venir dans cette espèce de jaune qu'on appelle jaune John Deere. Donc, le boîtier lui-même est fait en aluminium, moulé sous pression. Vous allez voir, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Et aussi est un boîtier étanche. Ensuite, on peut voir ici la sonde qui est détachable de sa poignée de transport. Est en laiton chromé et avec, on va bien voir, un bouclier amovible. Donc, ce qui permet, quand le bouclier est fermé, de détecter seulement les rayons, le rayonnement gamma, et quand on ouvre, c'est pour le rayonnement bêta. Et dans le tube lui-même, je vais regarder, il y a une espèce de traitement à l'intérieur, une espèce de compensateur pour les autres énergies. Donc, c'est quand même bien foutu. Donc, on a le cadran de lecture, on a l'ajustement pour le type de radiation qu'on veut détecter, les plages ici. On a le tube, la sonde qu'on peut appeler. Ici, on a la prise, donc on a le casque de protection. On a la prise pour le casque d'écoute ou un autre appareil que je vais vous montrer dans quelques minutes. Sur le côté, nous avons un échantillon de calibration. Donc, vous voyez, check source, operational. Donc, vous prenez votre sonde, vous ouvrez le bouclier donc pour mettre en mode bêta, et ensuite, vous mettez la sonde proche ici et vous faites une lecture. La source, ici, l'échantillon de calibration devrait être à 2 micro-Röntgen, donc ce qui devrait être ici sur le cadran pour calibrer la chose. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres manières de calibrer, bien sûr, avec d'autres échantillons ou d'autres trucs, et je vais vous montrer 2 éléments à l'intérieur aussi qui permettent de faire un ajustement beaucoup plus précis. À noter que la source de ce que j'ai pu lire est du radium D+E, donc en radiation bêta, et la demi-vie de cet élément est de 22 ans. Donc, à bien comprendre que cet appareil a plus d'un demi-siècle, donc celui-ci est de 62. Donc, l'échantillon de calibration va bien sûr donner des résultats erronés. Donc, ça prendrait évidemment une source fraîche, si je peux me permettre. Donc, on va regarder l'intérieur. Donc, je vais essayer de retirer la sonde ici sur le côté. Vous avez 2 prises sur le côté qu'on lève. Hop, hop. Peut-être mettre le bouchon de protection ici, voilà. Donc, très facile, on soulève. Et vous avez la partie du haut et la partie du bas. Donc, la partie du bas, très rapide. Ici, on a mis des séquences. Voilà. À l'intérieur, dans le fond, vous allez avoir le plan des circuits, comme j'ai vu d'à peu près dans tous ces appareils, donc pour la maintenance, réparation ou autre. Vous voyez le jaune un peu John Deere. Et le circuit lui-même. Le nombre de batteries diffère d'un fabricant à l'autre. Donc, j'ai vu de 2 à 5. Ce sont des batteries D. Je crois que les premiers modèles utilisaient des batteries de type C. Sur le côté ici, c'est ce qui est important. Ce sont 2 choses. Est-ce que je suis à l'envers? Bref, je vous montre une photo. Vous avez calibration et le voltage. Donc, ici, vous pouvez, selon la source, vérifier et ensuite prendre un tournevis ou autre et tourner lentement et sûrement pour vous assurer d'avoir la bonne lecture. Donc, si la source est calibrée à 2 micro-Röntgen, donc vous allez vérifier ici la source et s'il y aurait une erreur, par exemple, donc on va prendre un tournevis et on va ajuster jusqu'à avoir le bon résultat. Donc, techniquement, si vous avez des sources d'échantillons fiables, c'est de cette manière qu'en atelier, on va calibrer l'appareil. Et bien sûr, on peut faire varier le voltage. Donc, vous avez 2 éléments pour vraiment faire un réglage précis. Et ensuite, on peut aisément refermer la chose. Voilà, super facile, faire la maintenance. Maintenant, la sonde, elle aussi, très facile aussi
à l'intérieur, vous avez le tube Geiger-Müller à l'intérieur. Vous avez différents fabricants. Je l'ai ouvert une seule fois parce que je veux bien sûr pas endommager ou nuire. Mais ici, à l'intérieur, le compteur ici est fabriqué par Victorine, mais le tube à l'intérieur est un Lionel. Donc, ce qui n'est pas inhabituel puisque beaucoup de ces radiamètres ont été, on pourrait dire, vampirisés un à l'autre. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un tube Anton, Lionel, Victorine dans un appareil d'un autre fabricant et plusieurs des pièces aussi peuvent être interchangées d'un fabricant à l'autre. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis une photo. Mais si, par exemple, des tubes, ces types de tubes peuvent être encore achetés sur le marché. Donc, si on voudrait maintenir ou vraiment refaire une mise à jour de son appareil, on peut se commander un tube. Ici, là, je mettrai une photo. Et se refaire un appareil au complet sans problème. Donc, voilà. Et maintenant, quelques autres petits détails avant de passer à quelques accessoires. Simplement pour vous dire que la lecture ici en micro-röntgen, évidemment qui est une mesure ancienne, j'ai fait juste quelques tables de conversion pour vous montrer. Donc, la lecture maximum, si on le mettrait à 100, donc on se retrouverait ici à 50 micro-röntgen. C'est l'équivalent, j'essaierai de le mettre à l'écran ou quelque chose du genre, mais j'ai regardé pour la conversion en sievert, donc une mesure plus moderne, 50 micro-röntgen est équivalent à 0.000438 sievert. Pour vous dire que le rayonnement naturel autour de vous est de 0,0024 sievert. Donc, le rayonnement naturel est beaucoup plus fort que la lecture maximum de cet appareil. C'est pour vous dire l'équivalent, à peu près, là, j'avais fait un peu de chat GPT, le reste, c'est une table de conversion. C'est l'équivalent environ de 17,5% de la dose naturelle autour de vous. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour ça qu'ils disent que l'appareil est un radiamètre de courte portée et à haute sensibilité. Notez aussi que cet appareil, dans des situations réelles, exemple thermonucléaire, est très facilement saturable. Donc, si vous tombez vraiment au-dessus du 50, par exemple, l'appareil va des fois redescendre à 0 ou donner des lectures erronées. C'est pour ça qu'ils disent vraiment que c'est un appareil de formation, puisque 50 milliröntgen, c'est très peu. Maintenant, passons à ces petits accessoires rapides. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai le manuel, un peu défraîchi, 1962. Vous avez une carte ici. Ce qui est intéressant, c'est que cet appareil a été recalibré en 2011. C'est pour, comme j'expliquais, ces appareils sont encore en service dans plusieurs corps un peu partout dans le monde. Donc ici, on a une charte de recalibration .10, .100 et une date. Donc, c'est quand même assez récent. Donc, vous avez toutes les informations. Vous avez encore la table des électroniques, réparation, maintenance. Donc, toutes les informations nécessaires sont à l'intérieur. Sinon, j'ai vu, vous pouvez le télécharger ou en acheter d'autres. Vous avez bien sûr la sonde, très facile. On va remettre la sonde. Donc, vous agrippez ici à l'avant. Un petit coup à l'arrière. Donc, pas plus compliqué que cela. Ensuite, vous avez un casque d'écoute très années 50-60. Donc, vous voyez, l'écouteur est très amovible. Vous avez cet arceau en métal ajustable. Vous voyez en hauteur, c'est très primitif. Et vous le vissez à l'intérieur et vous allez entendre vos cliquetis dans l'oreille. Bien sûr, je n'ai vu d'autres. Il y a des prises comme celle-ci, la prochaine. Et bien sûr, si vous avez un peu de talent en électronique, vous pouvez complètement changer un casque pour avoir quelque chose de plus moderne. Mais je vous dis que c'est pas très agréable sur la tête. Ça pince, en tout cas, bref. Mais ça fonctionne. Ici, vous avez un adaptateur plus moderne pour les cliquetis. Donc, on enlève le bouchon ici. Et on va simplement visser l'adaptateur. Vous en faites pas, je vais vous montrer un test ensuite. Et vous allez entendre vos cliquetis ici. Donc, ce qui est beaucoup plus moderne.
Et à l'occasion, vous pouvez mettre la main sur des échantillons de calibration. En voici un exemple. Ici, souvent, ils vont marquer la source, donc 2,5, donc différent de la source du boîtier, 2,5 milliröntgen par heure. Donc, voilà. Encore ici, généralement, tous les échantillons, selon les sources, vont avoir une datation, puisque j'expliquais tantôt que toute source radioactive a une demi-vie. Donc, après un certain temps, une source va perdre les informations importantes pour calibrer. Maintenant, on va aborder un petit sujet important. Pourquoi ces appareils sont aussi populaires? Il y a une raison très particulière, c'est que à partir de 1949, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à embarquer vraiment dans la guerre froide, et il y a une course à l'armement. La course d'armement atomique commence. Donc, ces appareils ont été distribués, fabriqués, selon les modèles et les années, à des dizaines de milliers d'exemplaires. J'ai une charte que j'ai trouvée au musée de la radioactivité et des radiations. Donc, une charte là, qui montre à peu près ce qui a été inventé dans les inventaires publiés dans les bunkers, whatever. Mais aussi, en dehors de ces modèles bien connus, il y avait évidemment plein d'autres entreprises civiles et militaires qui produisaient des radiamètres. Et c'était pour encourager, bien sûr, les civils à faire de la prospection pour l'uranium et du thorium. Et je peux vous dire que je connaissais un peu ce qu'on appelait le uranium rush à l'époque, la ruée vers l'uranium. Mais pour m'informer en faisant cette vidéo, j'ai plongé un peu plus profondément et je peux vous dire que c'était vraiment très intéressant. Premièrement, la ruée vers l'or était connue aussi, mais la ruée vers l'uranium était plus payante. J'ai quelques chiffres ici que j'ai essayé de convertir le mieux possible en argent canadien de 2025. Donc, certains prospecteurs que j'ai pu voir ont gagné jusqu'à 150 000 US de 1959 par mois. J'ai converti en canadien 2025, ça fait 2,3 millions et des grenailles par mois. Il y avait vraiment ce qu'ils appelaient, je ne me souviens pas, des uranium mythes, une affaire de même, donc ils étaient les millionnaires de l'uranium. Donc, comme j'expliquais, étaient encouragés. Et j'ai trouvé des annonces savoureuses, des publicités, et il y a même des éléments de mode à l'époque. Donc, je mettrai une image ou deux. C'est vraiment une période, le rush de l'uranium est très fascinant, je peux vous le dire. C'est incroyable. Et évidemment, question gouvernementale, donc quelques données encore. Quand vous faisiez de la prospection, vous pouviez envoyer vos échantillons gratuitement. Donc ici, des fois, excusez-moi, je fais des conversions en livre ou en métrique ou en impérial, mais peu importe. Ici, je regarde que c'est les échantillons. Par échantillon, ils payaient par livre, ici, donc 454 grammes. Pour de l'oxyde de l'uranium récupérable, ça donnait... Ils payaient 3,50 USD de l'époque, ce qui était équivalent à environ de 54 $ maintenant canadiens. Et si vous trouviez des exemples, un gisement intéressant, vous aviez une prime de 10 000 $ à l'époque, ce qui est l'équivalent maintenant de 153 600 $ canadiens. Et là, je ne parle pas tout des autres détails, c'est juste pour vous extirper quelques chiffres de cette époque-là et pourquoi Inox sont devenus millionnaires avec ça. Donc, et il n'y avait aucun permis. Vous n'avez pas besoin de permis pour prospecter sur les terres publiques et privées. Donc, encore là, très intéressant. Donc, maintenant, on va faire un petit test rapide. Je vais vous faire écouter le mieux que je peux à travers le casque, puis ensuite, on mettra l'amplificateur normal. Donc, je vais visser simplement le casque et on va faire un test avec l'échantillon de calibration. Donc, voilà la sonde. Je vais bien sûr la mettre en mode bêta. Et je vais essayer de... je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais bon. Hop, faudrait peut-être allumer l'appareil. Je vais mettre à 1. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ça va sortir dans le téléphone, mais bon. Puis ensuite, je vais mettre l'amplificateur maintenant. Donc, je vais le laisser à cette distance-ci pour voir si vous entendez bien.
Et là, on vient d'entendre Aria. Donc, on peut voir que même avec le petit amplificateur, le son est beaucoup plus clair à entendre. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ceci? J'ai regardé rapidement sur différentes sources pour acheter cette version-ci, la version 600. Cette version est la 6B, donc la dernière, je crois. Je ne suis pas très sûr, je pense qu'une C possiblement, mais je crois que c'est 6A, 6B. Enfin bref, ça c'est une des dernières générations de la version 600. Maintenant, j'ai regardé des prix vaguement, ça varie énormément selon les trucs. Ça va entre 100$ et environ 300$. Donc, il y a des kits un peu complètement que je les ai vus vers 300$. Comme je vous dis, ça dépend de l'état. Mais, par exemple, j'ai vu d'autres vendeurs qui vendent des radiamètres du même type, mais simplement pour les pièces. Les prix, là, sont vraiment très, très intéressants. On parle de 40, 60$. J'ai vu des offres qui en vendent 2, qui sont non fonctionnelles, mais vous pouvez, si vous avez un peu de talent, les remettre en état. Donc, voilà. Est-ce que cette pièce d'équipement est fonctionnelle? Oui. Si vous avez les quelques connaissances que je viens de vous donner, donc comment le calibrer et tout. Vous avez 2 éléments importants. Donc, il est très sensible. Donc, parfait pour les fruits, par exemple, ou comme indiqué en début de vidéo, l'eau et les aliments. Et vous vous promenez alentour dans votre jardin ou vérifiez s'il y a eu des retombées nucléaires. Au-dessus de ça, oubliez de vous promener avec ça sur le champ de combat. C'est pas fait pour ça du tout. Donc, c'est vraiment pour vous mettre, on pourrait dire quasiment la puce à l'oreille sans avoir de lecture très précise. Pour le prix que j'ai payé mon radiamètre à moi, j'ai une lecture beaucoup plus précise donc, et beaucoup plus élevée. Donc là, je pourrais me promener dans un champ, une bataille atomique et ça irait mieux. Maintenant, si vous avez un prix qui est totalement honnête, c'est un beau projet. Ce qui est plaisant aussi, c'est que le boîtier, c'est des appareils qui sont extrêmement robustes, étanches. Donc, c'est sûr que c'est une pièce d'équipement qui ne vous lâchera pas. Mais évidemment, vous devez vous assurer que la lecture est bonne. Donc, voilà, ça peut vous aider en tant que survivaliste ou autre. Sinon, même désactiver, ça fait une belle pièce de collection. Vous pouvez peut-être faire comme mon ami ici l'a fait. Il l'a mis un peu en camo. Mais encore là, comme je vous dis, c'est une pièce encore qui est utile et utilisée encore par diverses agences et des civils. Et qui sait, peut-être qu'il va y avoir une prochaine ruée encore vers l'uranium. Donc, je vous souhaite de devenir millionnaire et j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Je vous souhaite merci. Je vous dis merci et à la prochaine.